À en juger par les quelques portraits conservés au château de Lourdes, la famille des Floressas des Esseintes avait été au temps jadis composée d'athlétiques soudards, de rébarbatifs reîtres. Serrés, à l'étroit, dans leur vieux cadre qu'ils barraient de leurs fortes épaules, ils alarmaient avec leurs yeux fixes, leurs moustaches en yatagant, leurs poitrines dont l'arc bombé remplissait l'énorme coquille des cuirasses. Ceux-là étaient les ancêtres. Les portraits de leurs descendants manquaient. Un trou existait dans la filière des visages de cette race. Une seule toile servait d'intermédiaire, mettait un point de suture entre le passé et le présent, une tête mystérieuse et rusée, aux traits morts et tirés, aux pommettes ponctuées d'une virgule de fard, aux cheveux gommés et enroulés de perles, au col tendu et peint sortant des cannelures d'une rigide fraise. Déjà dans cette image de l'un des plus intimes familiers du duc d'Épernon et du marquis d'O, les vices d'un tempérament appauvri, la prédominance de la lymphe dans le sang apparaissaient. La décadence de cette ancienne maison avait sans nul doute suivi régulièrement son cours. L'effémination des mâles était allée en s'accentuant. Comme pour achever l'œuvre des âges, les des Esseintes marièrent pendant 2 siècles leurs enfants entre eux, usant leur reste de vigueur dans leur union consanguine. De cette famille naguère si nombreuse qu'elle occupait presque tous les territoires de l'Île-de-France et de la Brie, un seul rejeton vivait, le duc Jean. Un grêle jeune homme de 30 ans, anémique et nerveux, aux joues caves, aux yeux d'un bleu froid d'acier, au nez éventé et pourtant droit, aux mains sèches et fluettes. Par un singulier phénomène d'atavisme, le dernier descendant ressemblait à l'antique aïeul, au mignon dont il avait la barbe en pointe, d'un blond extraordinairement pâle et l'expression ambiguë tout à la fois lasse et habile. Son enfance avait été funèbre. Menacée de scorfule, accablée par d'opiniâtres fièvres, elle parvint cependant, à l'aide de grand air et de soins, à franchir les brisants de la nubilité, et alors les nerfs prirent le dessus, matèrent les langueurs et les abandons de la chlorose, menèrent jusqu'à leur entier développement les progressions de la croissance. La mère, une longue femme silencieuse et blanche, mourut d'épuisement. À son tour, le père décéda d'une maladie vague. Des Esseintes atteignait alors sa 17e année. Il n'avait gardé de ses parents qu'un souvenir apeuré, sans reconnaissance, sans affection. Son père, qui demeurait d'ordinaire à Paris, il le connaissait à peine. Sa mère, il se la rappelait immobile et couchée dans une chambre obscure du château de Lourdes. Rarement le mari et la femme étaient réunis, et de ces jours-là, il se remémorait des entrevues décolorées, le père et la mère assis en face l'un de l'autre, devant un guéridon qui était seul éclairé par une lampe au grand abat-jour très baissé, car la duchesse ne pouvait supporter sans crise de nerfs la clarté et le bruit. Dans l'ombre, ils échangeaient 2 mots à peine, puis le duc s'éloignait, indifférent, et ressautait au plus vite dans le premier train. Chez les jésuites, où Jean fut dépêché pour faire ses classes, son existence fut plus bienveillante et plus douce. Les pères se mirent à choyer l'enfant dont l'intelligence les étonnait. Cependant, en dépit de leurs efforts, ils ne purent obtenir qu'il se livrât à des études disciplinées. Il mordait à certains travaux devenus prématurément ferrés sur la langue latine, mais en revanche, il était absolument incapable d'expliquer 2 mots de grec, ne témoignait aucune aptitude pour les langues vivantes, et il se révéla tel qu'un être parfaitement obtus dès qu'on s'efforça de lui apprendre les premiers éléments des sciences. Sa famille se préoccupait peu de lui. Parfois, son père venait le visiter au pensionnat. Bonjour, bonsoir, sois sage et travaille bien. Aux vacances, l'été, il partait pour le château de Lourdes, et sa présence ne tirait pas sa mère de ses rêveries. Elle l'apercevait à peine, ou le contemplait pendant quelques secondes avec un sourire presque douloureux, puis elle s'absorbait de nouveau dans la nuit factice dont les épais rideaux des croisées enveloppaient la chambre. Les domestiques étaient ennuyés et vieux. L'enfant, abandonné à lui-même, fouillait dans les livres les jours de pluie, errait par les après-midi de beau temps dans la campagne. Sa grande joie était de descendre dans le Vallon, de gagner Jutigny, un village planté au pied des collines, un petit tas de maisonnettes coiffées de bonnets de chaume, parsemées de touffes de joubarbe et de bouquets de mousse. Il se couchait dans la prairie, à l'ombre des hautes meules, écoutant le bruit sourd de moulins à eau, humant le souffle frais de la Voulzie. Parfois, il poussait jusqu'aux tourbières, jusqu'au hameau vert et noir de Longueville, où il grimpait sur les côtes balayées par le vent et d'où l'étendue était immense. Là, il avait d'un côté sous lui la vallée de la Seine, fuyant à perte de vue et se confondant avec le bleu du ciel fermé au loin, et de l'autre, tout en haut, à l'horizon, les églises et la tour de Provins qui semblaient trembler au soleil dans la pulvérulence dorée de l'air. Il lisait ou rêvait, s'abreuvait jusqu'à la nuit de solitude,
À force de méditer sur les mêmes pensées, son esprit se concentra et ses idées encore indécises mûrirent. Après chaque vacances, il revenait chez ses maîtres, plus réfléchi et plus têtu. Ces changements ne leur échappaient pas. Perspicaces et retors, habitués par leur métier à sonder jusqu'au plus profond des âmes, ils ne furent point des dupes de cette intelligence éveillée, mais indociles. Ils comprirent que jamais cet élève ne contribuerait à la gloire de leur maison, et comme sa famille était riche et paraissait se désintéresser de son avenir, ils renoncèrent aussitôt à le diriger sur les profitables carrières des écoles. Bien qu'il discutât volontiers avec eux sur toutes les doctrines théologiques qui le sollicitaient par leur subtilité et leurs arguties, ils ne songèrent même pas à le destiner aux ordres, car malgré leurs efforts, sa foi demeurait débile. En dernier ressort, par prudence, par peur de l'inconnu, ils le laissèrent travailler aux études qui lui plaisaient et négliger les autres, ne voulant pas s'aliéner cet esprit indépendant par des tracasseries de pions laïques. Il vécut ainsi parfaitement heureux, sentant à peine le joug paternel des prêtres. Il continua ses études latines et françaises à sa guise, et encore que la théologie ne figura point dans les programmes de ses classes, il compléta l'apprentissage de cette science qu'il avait commencé au château de Lourdes, dans la bibliothèque léguée par son arrière-grand-oncle Dom Prosper, ancien prieur des chanoines réguliers de Saint-Ruf. Le moment échut pourtant où il fallut quitter l'institution des jésuites. Il atteignait sa majorité et devenait maître de sa fortune. Son cousin et tuteur, le comte de Montchevrel, lui rendit ses comptes. Les relations qu'ils entretinrent furent de courte durée, car il ne pouvait y avoir aucun point de contact entre ces deux hommes, dont l'un était vieux et l'autre jeune. Par curiosité, par désœuvrement, par politesse, Des Esseintes fréquenta cette famille, et il subit plusieurs fois dans son hôtel de la rue de la Chaise d'écrasantes soirées où des parentes antiques comme le monde s'entretenaient de quartiers de noblesse, de lunes héraldiques, de cérémoniaux surannés. Plus que ces douairières, les hommes rassemblés autour d'un whist se révélaient ainsi que des êtres immuables et nuls. Là, les descendants des anciens preux, les dernières branches des races féodales apparurent à Des Esseintes sous les traits de vieillards catarreux et maniaques, rabâchant d'insipides discours, de centenaires phrases. De même que dans la tige coupée d'une fougère, une fleur de lys semblait seule empreinte dans la pulpe ramollie de ces vieux crânes. Une indicible pitié vint au jeune homme pour ces momies ensevelies dans leurs hypogées pompadours à boiseries et à rocailles, pour ces maussades landor qui vivaient, l'œil constamment fixe sur un vague Chanaan, sur une imaginaire Palestine. Après quelques séances dans ce milieu, il se résolut, malgré les invitations et les reproches, à n'y plus jamais mettre les pieds. Il se prit alors à affrayer avec les jeunes gens de son âge et de son monde. Les uns, élevés avec lui dans les pensions religieuses, avaient gardé de cette éducation une marque spéciale. Ils suivaient les offices, communiaient à Pâques, hantaient les cercles catholiques, et ils se cachaient ainsi que d'un crime des assauts qu'ils livraient aux filles en baissant les yeux. C'étaient pour la plupart des bellâtres inintelligents et asservis, de victorieux cancres qui avaient lassé la patience de leurs professeurs, mais avaient néanmoins satisfait à leur volonté de déposer dans la société des êtres obéissants et pieux. Les autres, élevés dans les collèges de l'État ou dans les lycées, étaient moins hypocrites et plus libres, mais ils n'étaient ni plus intéressants ni moins étroits. Ceux-là étaient des noceurs épris d'opérettes et de courses, jouant le lance-quenet et le baccarat, pariant des fortunes sur des chevaux, sur des cartes, sur tous les plaisirs chers aux gens creux. Après une année d'épreuves, une immense lassitude résulta de cette compagnie dont les débauches lui semblèrent basses et faciles, faites sans discernement, sans apparat fébrile, sans réelle surexcitation de sang et de nerfs. Peu à peu, il les quitta, et il approcha les hommes de lettres, avec lesquels sa pensée devait rencontrer plus d'affinité et se sentir mieux à l'aise. Ce fut un nouveau leurre. Il demeura révolté par les jugements rancuniers et mesquins, par leurs conversations aussi banales qu'une porte d'église, par leurs dégoûtantes discussions, jaugeant la valeur d'une œuvre selon le nombre des éditions et le bénéfice de la vente. En même temps, il aperçut les libres penseurs, les doctrinaires de la bourgeoisie, les gens qui réclamaient toutes les libertés pour étrangler les opinions des autres, d'avides et déhontés puritains, qu'il estima comme éducation inférieure aux cordonniers du coin. Son mépris de l'humanité s'accrut. Il comprit enfin que le monde est en majeure partie composé de sacripants et d'imbéciles. Décidément, il n'avait aucun espoir de découvrir chez autrui les mêmes aspirations et les mêmes haines, aucun espoir de s'accoupler avec une intelligence qui se complut, ainsi que la sienne, dans une studieuse décrépitude, aucun espoir d'adjoindre un esprit pointu et chantourné tel que le sien à celui d'un écrivain ou d'un lettré. Énervé, mal à l'aise, indigné par l'insignifiance des idées échangées et reçues, il devenait comme ces gens dont a parlé Nicole qui sont douloureux partout,
Il en arrivait à s'écorcher constamment l'épiderme, à souffrir des balivernes patriotiques et sociales débitées chaque matin dans les journaux, à s'exagérer la portée des succès qu'un tout-puissant public réserve toujours et quand même aux œuvres écrites sans idée et sans style. Déjà, il rêvait à une Thébaïde raffinée, à un désert confortable, à une arche immobile et tiède, où il se réfugierait loin de l'incessant déluge de la sottise humaine. Une seule passion, la femme, eût pu le retenir dans cet universel dédain qui le poignait, mais celle-là était elle aussi usée. Il avait touché au repas charnel avec un appétit d'homme quinteux, affecté de malacie, obsédé de fringales, et dont le palais s'émousse et se blase vite. Aux temps où il compagnonnait avec les hobereaux, il avait participé à ces spacieux soupers où des femmes saoules se dégrafent au dessert et battent la table avec leur tête. Il avait aussi parcouru les coulisses, tâté des actrices et des chanteuses, subi en sus de la bêtise innée des femmes, la délirante vanité des cabotines. Puis il avait entretenu des filles déjà célèbres et contribué à la fortune de ces agences qui fournissent, moyennant salaire, des plaisirs contestables. Enfin, repu, las de ce luxe similaire, de ces caresses identiques, il avait plongé dans les bas-fonds, espérant ravitailler ses désirs par le contraste, pensant stimuler ses sens assoupis par l'excitante malpropreté de la misère. Quoi qu'il tentât, un immense ennui l'opprimait. Il s'acharna, recourut aux périlleuses caresses des virtuoses, mais alors sa santé faiblit et son système nerveux s'exacerba. La nuque devenait déjà sensible et la main remuait, droite encore lorsqu'elle saisissait un objet lourd, capricante et penchée quand elle tenait quelque chose de léger, tel qu'un petit verre. Les médecins consultés l'effrayèrent. Il était temps d'enrayer cette vie, de renoncer à ces manœuvres qui alitaient ses forces. Il demeura pendant quelque temps tranquille. Mais bientôt, le cervelet s'exalta, appela de nouveau aux armes. De même que ces gamines qui, sous le coup de la puberté, s'affament de mets altérés ou abjects, il en vint à rêver, à pratiquer les amours exceptionnels, les joies déviées. Alors ce fut la fin. Comme satisfait d'avoir tout épuisé, comme fourbu de fatigue, ses sens tombèrent en léthargie. L'impuissance fut proche. Il se retrouva sur le chemin, dégrisé, seul, abominablement lassé, implorant une fin que la lâcheté de sa chair l'empêchait d'atteindre. Ses idées de se blottir loin du monde, de se calfeutrer dans une retraite, d'assourdir, ainsi que pour ces malades dont on couvre la rue de paille, le vacarme roulant de l'inflexible vie se renforcèrent. Il était d'ailleurs temps de se résoudre. Le compte qu'il fit de sa fortune l'épouvanta. En folie, en noces, il avait dévoré la majeure partie de son patrimoine, et l'autre partie, placée en terre, ne rapportait que des intérêts dérisoires. Il se détermina à vendre le château de Lourdes, où il n'allait plus et où il n'oubliait derrière lui aucun souvenir attachant, aucun regret. Il liquida aussi ses autres biens, achetant des rentes sur l'État, réunit de la sorte un revenu annuel de 50 000 livres et se réserva en plus une somme ronde destinée à payer et à meubler la maisonnette où il se proposait de baigner dans une définitive quiétude. Il fouilla les environs de la capitale et découvrit une bicoque à vendre en haut de Fontenay-aux-Roses, dans un endroit écarté, sans voisins, près du fort. Son rêve était exaucé. Dans ce pays peu ravagé par les Parisiens, il était certain d'être à l'abri. La difficulté des communications, mal assurée par un ridicule chemin de fer situé au bout de la ville et par de petits tramways partant et marchant à leur guise, le rassurait. En songeant à la nouvelle existence qu'il voulait organiser, il éprouvait une allégresse d'autant plus vive qu'il se voyait retiré assez loin déjà, sur la berge, pour que le flot de Paris ne l'atteignît plus, et assez près cependant pour que cette proximité de la capitale le confirmât dans sa solitude. Et en effet, puisqu'il suffit qu'on soit dans l'impossibilité de se rendre à un endroit pour qu'aussitôt le désir d'y aller vous prenne, il avait des chances, en ne se barrant pas complètement la route, de n'être assailli par aucun regain de société, par aucun regret. Il mit les maçons sur la maison qu'il avait acquise, puis, brusquement, un jour, sans faire part à qui que ce soit de ses projets, il se débarrassa de son ancien mobilier, congédia ses domestiques et disparut, sans laisser au concierge aucune adresse.